bonjour. Dans l'actualité de ce mercredi à Paris et en Île-de-France, la gauche mobilisée dans l'Essonne, 2 secrétaires d'État, un ancien député, le président du Conseil général, tous ont manifesté ce matin à Juvisy-sur-Orge contre Georges Tron, chef de file de l'UMP pour les départementales dans l'Essonne et bientôt jugé aux assises pour des viols qu'il nie. L'inauguration à Paris dans le 12e arrondissement ce matin par la Croix-Rouge d'un espace bébé-maman dédié aux familles en difficulté. Sa vocation est d'aider les mères comme leurs enfants. Nous serons en direct avec le professeur Eledjam dans ce journal. Et puis la mobilisation s'organise autour du château de Monte Cristo dans les Yvelines. Le domaine, imaginé par Alexandre Dumas, doit être restauré. 900 000 € doivent être réunis. Un appel aux dons est lancé. Je vous le disais à l'instant, ils se sont levés aux aurores pour manifester. 2 secrétaires d'État, un ancien député et le président sortant du Conseil général ont distribué ce matin à Juvisy-sur-Orge dans l'Essonne des tracts contre Georges Tron. Motif, le chef de file de l'UMP au départemental dans l'Essonne est renvoyé aux assises pour des viols qu'il nie. Sur place, Aude Blaché et Colette Zagaroli. Des voyageurs pressés, pas très disposés à débattre politique de si bon matin, malgré la présence de 2 ministres sur le terrain, tracts à la main. Ce matin, le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts avaient pourtant sorti l'artillerie lourde pour soutenir ses candidats dans le canton de Draveil, convaincus de pouvoir l'emporter dimanche, contre toute attente. Depuis le début, on est sur le terrain. Ça fait plus de 2 mois que, honnêtement, là, j'ai très bien réussi sur Étiole et Soisy. Pourquoi ? Parce que depuis 2 mois, je vais voir tout le monde. Et j'explique tout ce qui s'est passé pendant 15 ans sur le département. Notamment en décembre, le renvoi aux assises pour viol de Georges Tron, le candidat UMP qui brigue la tête du Conseil général. Je suis scandalisée que l'UMP donne des investitures de tels candidats. Et je le dis très franchement. Et il y a un moment, il faut aussi arrêter de faire comme si ce n'était pas un problème. Les Français attendent des comportements différents en politique. Ils doivent savoir que dans ce département, le patron de l'UMP, c'est quelqu'un qui est programmé pour être aux assises pour viol dans quelques semaines. Des attaques qui laissent impassible le candidat de droite qui, avec ses 9 points d'avance, semble favori pour l'emporter dimanche. Ça veut dire en gros qu'il n'y a ni présomption d'innocence, ni justice. Il suffit que je dépose plainte contre vous pour dire vous êtes en examen, ce qui est quasiment systématique dans certains cas, et dire vous ne vous présentez plus. Du côté des électeurs d'ailleurs, l'affaire ne semble pas franchement décisive pour le vote. Je vais voir, mais c'est vrai que c'est la ville et il faut laisser certaines choses de côté, donc on verra, mais ouais. Je trouve qu'ils ne devraient pas avoir le droit de se représenter, en fait. Honnêtement, non, je pense que c'est plutôt les idées sur le programme qui vont me faire pencher dans un sens ou dans l'autre. Il est ni pire ni mieux que les autres à l'instant T. Pour gagner les élections, le PS devra plutôt miser sur le report des voix du FN et de Debout la France. Les candidats éliminés n'ont pas donné de consigne de vote. Oui, et puis vous le savez, nous sommes désormais à 4 jours du second tour des élections départementales avec une campagne de l'entre-deux-tours extrêmement courte. Séverine Larouille, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Revenons sur les enjeux avec vous de ce scrutin dans notre région qui compte, rappelons-le, 7 départements où l'on va voter. Tout d'abord, la gauche ressort très affaiblie en Seine-et-Marne. Oui, l'échec le plus cuisant pour la gauche, c'est bien la Seine-et-Marne. Le département devrait logiquement basculer à droite. Le Parti socialiste n'a recueilli que 13,78% des voix et il sera présent au second tour dans moins d'un tiers des cantons, 7 cantons sur 23 exactement. Concernant à présent le reste des départements de l'Île-de-France ? Oui, dans le reste de la région, la gauche résiste. Elle s'apprête à livrer un combat âpre pour conserver le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis et l'Essonne. Essonne, où auront lieu les 2 seuls triangulaires de la région, droite-gauche FN, à Mency et à Arpajon. Sans surprise, la droite traditionnelle aborde le second tour en position de force dans ces bastions de l'Ouest parisien, les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Qu'en est-il à présent du Front National ? Eh bien, le Front National fait ses plus grosses percées dans la région, dans le Val d'Oise et en Seine-et-Marne. Dans le Val d'Oise, il arrive en tête au premier tour et en Seine-et-Marne, il pourrait remporter le canton de Mitry-Mory sur l'ensemble de la région. Il sera présent au second tour dans plus d'un tiers des cantons. C'est inédit, Maude. Merci Séverine. Et puis, sachez qu'un 6e policier de la BAC de Stein en Seine-Saint-Denis est placé en garde à vue. Les soupçons qui pèsent sur ces fonctionnaires de police, dont 2 gradés, un brigadier et une femme majeure de police, sont graves. Violence aggravée, vol, association de malfaiteurs en vue de se livrer au trafic de stupéfiants. Ils auraient notamment menacé et agressé une commissaire de police. Tous étaient en poste depuis 10 ou 15 ans.
On approche de la fin de la trêve hivernale. Comment faire pour éviter de remettre à la rue les 8000 personnes qui ont été logées temporairement cet hiver? La ministre du Logement, Sylvia Pinel, crée 2000 places d'hébergement pour les sans-abri, des créations pérennes. On écoute tout de suite Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre. Il était hier en réunion justement avec la ministre. Le point satisfaisant de ce qui a été annoncé hier par la ministre, Mme Pinel, c'est qu'elle nous annonce que 2000 places vont être pérennisées ou créées pour apporter des solutions aux 8000 personnes qui se sont vues offrir une place hivernale. Donc ça veut dire qu'on n'a pas répondu à tous les besoins. Mais surtout, il faut aussi avoir en tête, même si c'est positif, ces 2000 places, c'est que dans l'année passée, une personne sur deux qui a appelé le 115, vous savez, ce numéro d'urgence quand on est à la rue, ne s'est pas vu proposer de solution. Des propos recueillis ce matin par Virginie de la Haute-Maison et Isabelle Audin. Je vous l'annonçais en titre, Paris ne comptait aucune structure gratuite d'accueil pour les familles en difficulté. C'est désormais chose faite. La Croix-Rouge inaugure ce matin une crèche ou plutôt un espace de dialogue dédié aux mères et à leurs bébés. Et cela s'adresse particulièrement à des familles qui n'ont pas les moyens de s'adresser à des structures d'accueil payantes. Sur place, pour nous en parler, le professeur Eledjam, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. En quelques mots, quelle sera la vocation de ce lieu inédit ? Bonjour, il s'agit d'un espace bébé-maman et c'est surtout un espace de solidarité. Solidarité avec une Croix-Rouge qui est une association particulière par rapport aux autres associations, c'est qu'elle n'est pas essentiellement dans une politique distributive, mais dans une politique d'accompagnement. Donc notre volonté, c'est de régler un problème, en particulier dans ces familles défavorisées, en accompagnant ces personnes seules avec des enfants. Et cet espace est dédié à cet accompagnement. Vous avez choisi le 12e arrondissement de la capitale. L'Est parisien est-il plus en demande sur ces problématiques familiales ? Non, c'est tout simplement que pour réaliser ce type de projet, il faut une association, la Croix-Rouge, et puis une municipalité. Madame le maire du 12e arrondissement est quelqu'un qui a été très accessible à toutes les propositions qui ont été faites et qui nous a largement aidés dans la création de cet espace. Vous allez travailler, vous l'avez dit, sur les jeunes mères, les mères célibataires. De quoi souffrent-elles? De la solitude essentiellement? Oh, elle souffre parce que la société souffre. Elle souffre à la fois de solitude, mais aussi de caractère ou de sociabilité, si j'ose dire. Et mettre ces femmes, les faire se rencontrer avec d'autres femmes, d'autres mères ayant les mêmes problématiques, crée du lien. Et ce lien a un caractère à la fois social. Et c'est le premier pas vers la solidarité. Il y aura aussi une aide matérielle apportée aux bébés. De quoi s'agit-il exactement ? L'aide matérielle apportée aux bébés, c'est essentiellement tout ce qu'on peut apporter à un enfant en bas âge, c'est-à-dire des moyens essentiellement nutritionnels. Et pour ce faire, on est aidé à la fois par un certain nombre de structures et par une société importante qui est Nestlé, qui a beaucoup investi dans ce genre de soutien et en particulier nutritionnel chez les enfants. Merci professeur Eledjam pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes de la Croix-Rouge et que vous militez donc pour cet espace d'accueil maman-bébé. Ce rapport à présent signé du ministère de l'Éducation nationale qui révèle que l'Île-de-France n'attire guère les enseignants. Et parmi les endroits particulièrement boudés par les professeurs, les académies de Créteil et de Versailles. Gros problème de recrutement également en Seine-Saint-Denis. Les explications tout de suite de Jean-Philippe Lemaire. L'Île-de-France se doit d'augmenter son capital séduction auprès des enseignants. La région ne fait pas recette. Un chiffre résume bien la situation. En Seine-Saint-Denis, dans le premier degré, il y a 330 demandes de mutation contre une seule candidature. La Seine-Saint-Denis accueille chaque année 2000 nouveaux élèves. Pour faire face à cette augmentation, l'Académie de Créteil fait appel à des centaines de contractuels. Par exemple, dans le premier degré, 16% de postes proposés n'ont pas trouvé preneur. Dans l'Académie de Versailles, il y a seulement une candidature et demie par poste proposé. Pour autant, l'Académie parvient quasiment à assurer ses besoins.
En Seine-Saint-Denis, il manquerait 450 professeurs des écoles. Pour relancer le recrutement dans ce département, le ministère de l'Éducation nationale vient d'annoncer qu'un concours exceptionnel se déroulera à la rentrée prochaine. 500 postes seront proposés. Alors que visiblement les départements franciliens n'ont pas trop la cote, l'académie qui comptait sur 1000 candidatures en a reçu 11 000. Une bonne nouvelle pour l'Île-de-France qui a besoin de recruter. Autre bon signe, cette fois dans le secondaire, l'augmentation du nombre de candidats au concours externe se confirme selon le ministère. En transport, la ligne du RER A sera en partie interrompue cet été au mois d'août pour cause de travaux. C'est le tronçon entre La Défense et Aubert qui sera fermé. Sachez que c'est l'une des plus empruntées au monde avec 1 million de voyageurs par jour. Alors forcément, cela risque de ne pas passer inaperçu. Du coup, la RATP informe très en avance ses usagers sur un chantier hors norme de 100 millions d'euros. Cette histoire émouvante à présent, on la croyait morte à Auschwitz. Des collégiens de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine ont retrouvé sa trace en Israël. Dina Fari, c'est le nom de cette rescapée des camps, a perdu toute sa famille en déportation. À 81 ans désormais, elle a fait le voyage jusqu'à Gennevilliers pour rencontrer ses élèves. Carla Carrasquera, Séverine Larouille et Colette Zagaroli. Pour ces lycéens, l'arrivée de Dina Fari est un rêve qui se concrétise. Cette rescapée de la Shoah est venue exprès d'Israël pour leur raconter son histoire. L'homme qui nous a caché le camp de Menton, lui était un homme courageux parce qu'il a quand même pris 3 enfants juifs sous sa protection, bien qu'il soit lui-même résistant. Cachée sous l'occupation, elle a échappé à la déportation, contrairement à ses parents et 4 de ses frères et sœurs morts à Auschwitz. Dina Fari est née à Gennevilliers comme ses lycéens. Ce sont eux qui l'ont activement recherchée, un travail qui est parti d'un concours national de la résistance et de la déportation. Rencontrer une personne qui n'a pas vécu la déportation mais qui a été cachée et dont la famille a été déportée, c'est incroyable. Surtout de pouvoir la rencontrer, de la faire venir, on a été on était comme sur un nuage en fait. Ses élèves lui ont présenté leur travail et interrogé longuement sur son histoire. Nous avons découvert que Claire Donna Fari, qui se fait désormais appeler Dina, ce qui signifie justice, était partie vivre en Israël. Je pensais qu'il était de mon devoir de ne pas oublier, de transmettre justement ce que j'avais vécu. Mais ensuite, il faut se reconstruire, il faut se rebâtir sur des ruines, vivre sans papa et maman, sans les frères et sœurs, sans la filiation. Dina Fari a rendu l'histoire encore plus réelle. Elle passera 3 jours avec ses lycéens, une rencontre qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. En culture à présent, qui sauvera le château de Monte Cristo dans les Yvelines? Le domaine, construit en 1844 à Port-Marly, imaginé par Alexandre Dumas, doit être restauré. Au total, 900 000 euros sont nécessaires. Un appel aux dons est lancé pour rassembler la moitié de cette somme. Valentine Poncy avec Yves de Wulf. L'eau viendra-t-elle briser le rêve d'Alexandre Dumas? 170 ans après sa construction, le château de Monte Cristo est rongé par l'humidité. Les menuiseries des fenêtres, le salon mauresque, du sol au plafond, les dégâts apparaissent. On peut voir que l'eau remonte par capillarité dans les murs du château, malheureusement, et ce qui entraîne ce type de dégradation sur les boiseries. Elles sont craquelées, fissurées, et c'est vraiment dû à l'humidité qui réside dans le terrain qui est tout autour du château. Ce qu'on veut, c'est à tout prix arrêter le phénomène de remontée d'eau en créant ce système périphérique de drainage et en rétablissant également toutes les canalisations enterrées, les réseaux d'eau qui sont dans la cour du château et qui malheureusement sont en très mauvais état. Dans les sous-sols du domaine, des sources naturelles alimentent les fontaines et bassins imaginés par Dumas. Entouré d'eau, le château d'If, cabinet de travail de l'auteur, nécessite une restauration complète. Pour sauver ces bâtiments, il faut rénover le réseau hydraulique et les toitures. Ce sont des bâtiments très fragiles, extrêmement sophistiqués, extrêmement décorés, mais construits très rapidement. En 4 ans, les 2 châteaux ont été constitués. On a épluché toutes les archives qui peuvent exister. C'est vrai qu'il n'y en a pas énormément. Ensuite, c'est une analyse très précise sur le terrain, des matériaux, de leur mise en œuvre, pour qu'on retrouve totalement l'esprit voulu par Alexandre Dumas. Dans cette demeure romantique, Alexandre Dumas vécut peu de temps. Ce lieu d'inspiration est un précieux témoignage de la vie de l'écrivain.
Ce château correspond au zénith de l'œuvre et de la vie de Dumas, c'est-à-dire qu'il ne peut être compris que si on pense que sur les boulevards parisiens s'élève à ce moment-là son théâtre. C'est le parfait pendant de son théâtre à Paris qui lui donne infiniment de moyens pour construire le château. Pour financer ces travaux, il faut encore collecter 500 000 €. Une souscription publique est ouverte jusqu'à la fin de l'année. C'est l'événement culturel de la semaine, l'ouverture de l'exposition Velázquez au Grand Palais, avec de véritables chefs-d'œuvre de la peinture espagnole. Velázquez ou le génie du portrait, les sujets, hommes, femmes, qu'ils soient humbles ou nobles, révélaient toute leur humanité. Pascal Sorgue, Pierre Pachou. Voici le portrait du pape Innocent IV en 1650. Ce visage, ce regard, voilà le génie de Velázquez. Un réalisme si saisissant que le pape s'écria « Trop povero, trop vrai ». Ce portrait représente vraiment le sommet de l'art du portrait selon Velázquez. On y sent toute la méditation de la peinture de Titien avec ses rouges qui s'affrontent, avec cette couleur qui est un magma plus que de la peinture et qui donne au modèle une présence incroyable. Autre chef-d'œuvre au cœur de l'exposition, cette série consacrée aux enfants royaux peints à des âges différents. Ils incarnent la succession dynastique, car Velázquez sert la royauté, c'est un peintre de cour. Il sait magnifier les visages sans passer par le dessin. Velázquez attaque la peinture directement sur la toile. Et donc souvent, sur ces tableaux, on voit qu'il change d'idée. On voit ça à la radiographie. Et ce qui donne au contour de ces formes un aspect extrêmement vibrant. C'est vraiment cela qui est le grand apport de Velázquez, c'est de nous rendre la matière et les formes physiquement présentes. Cette exposition présente 54 toiles de Velázquez, la moitié de sa production. Par exemple, mise en exergue seule dans une salle, cette Vénus au miroir, c'est l'un des rares nus du peintre. Quant à la célèbre toile Les Ménines, vous resterez sur votre faim avec cette pâle copie d'atelier. Nous ne l'avons pas demandé. Ensuite, le Prado ne nous l'aurait pas prêté. Et quand bien même il nous l'aurait proposé, que nous l'aurions refusé. Que voulez-vous? Un monument, ça ne se bouge pas. Avant de se quitter, un mot de basket. La belle aventure européenne se termine pour Paris, le Valois. Ils ont été éliminés hier en quart de finale de l'Eurocoupe par les Turcs de Bandirma. Les Parisiens perdent de peu. Le score, 71-75. Avant de nous quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. J-4 pour le second tour des départementales. La campagne s'accélère. Georges Tron, le leader de l'UMP au départemental de l'Essonne, bientôt jugé aux assises pour des viols qu'il nie, provoque la colère de la gauche. Deux secrétaires d'État, un ancien député, le président du Conseil général ont manifesté ce matin à Juvisy-sur-Orge contre Georges Tron. Et puis voilà qui va apporter de l'oxygène au centre d'hébergement d'urgence de notre région. 2000 places d'hébergement seront créées de manière pérenne. D'ici à la fin de la trêve hivernale, Paris et l'Île-de-France vont bénéficier de ces nouvelles offres. Tout de suite, votre point météo et le journal de la rédaction nationale. Ce soir, l'information revient dans votre région à 19h. Très bel après-midi à tous. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.